Bienvenue à tous sur Sika TV et merci de suivre ce nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est parti avec un aperçu du sommaire. Les pays d'Afrique subsaharienne ne sont pas compétitifs. C'est ce que révèle le classement 2018 du World Economic Forum. La monnaie perd de sa valeur au Somaliland. Elle est détrônée par le portefeuille électronique. Le secteur touristique mozambicain attire grands et petits groupes hôteliers. Les experts prédisent que le pays va connaître un boom touristique dans les prochaines années. Et nous démarrons avec les échos de l'édition 2018 du classement mondial des économies les plus compétitives. Les pays africains s'illustrent par leur absence dans les têtes d'affiche de ce classement. Ces pays sont largement surreprésentés dans le bas du tableau. Les économies africaines manquent de compétitivité. C'est ce que l'on peut retenir du classement 2018 du World Economic Forum. Un classement dominé par les États-Unis d'Amérique et qui relève qu'aucun pays dans le monde n'est à 100% compétitif, la moyenne mondiale étant de 60%. L'Afrique subsaharienne se positionne bien en deçà de cette moyenne avec un indice de compétitivité de 45,2 sur 100. La région est classée dernière au plan mondial, ainsi 18 pays sur les 21 ayant un score en dessous de 50 sont originaires d'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 17 des 34 économies de l'Afrique subsaharienne étudiées font partie des 20 les moins performantes. Autre constat, seule l'île Maurice et l'Afrique du Sud affichent un indice de compétitivité supérieur à la moyenne mondiale avec respectivement 63,7 et 60,8, tandis que le Tchad occupe le bas du tableau continental et mondial, soit 140e sur 140 pays avec un indice de 35,5. S'agissant des sous-régions du continent, l'Afrique australe arrive en tête avec un indice de 48, suivi de l'Afrique de l'Est qui affiche un indice de 46,8 et l'Afrique de l'Ouest 44,5. À en croire le World Economic Forum, ces faibles scores des économies africaines sont dus à une faiblesse des institutions mises en place par les États, la lourdeur administrative, l'inadéquation des politiques publiques et la difficulté des pays à combler leur retard dans le secteur des nouvelles technologies. Précisons que 16 pays africains n'ont pas été pris en compte dans l'étude. Il s'agit entre autres de la Guinée-Bissau, du Niger, du Congo, de l'Érythrée, de la Libye, de la Somalie, du Togo, du Gabon et des Comores. 18 au 19 novembre prochain, la ville de Casablanca au Maroc accueille la deuxième édition du forum PPP Afrique. Promouvoir l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication en Afrique grâce au partenariat public-privé, tel est le thème de ce deuxième round. La deuxième édition du Forum PPP Afrique, qui se tiendra les 12 et 13 novembre 2018 à Casablanca, entend offrir une opportunité exceptionnelle aux investisseurs et entreprises à échelle internationale de mieux s'imprégner de la dynamique du partenariat public-privé et des possibilités de partenariat. Ce sera l'occasion pour les participants, en l'occurrence les gouvernants, de présenter leurs projets de partenariat public-privé et les opportunités d'investissement afférentes. Au cours des 2 jours d'échange et de partage, ce rendez-vous annuel permettra de créer un environnement favorisant un dialogue productif entre décideurs et acteurs clés des secteurs publics et privés. Au menu figurent des formations et visites d'entreprises, des conférences et panels thématiques autour du thème « Promouvoir l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication en Afrique grâce au partenariat public-privé ». Un focus sera aussi mis sur la mobilisation du secteur privé par les États africains pour soutenir la production agricole avec des intervenants de haut niveau comme le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana.
le chef division secteur privé de la commission UEMOA, Kadi Evelyn Ndiaye, l'ancien ministre de la communication et de l'économie numérique du Mali, Mahamadou Camara. Notons que cette deuxième édition du Forum PPP Afrique fait suite à une première édition tenue en 2017 à Paris. Elle a rassemblé plus de 300 cadres et décideurs africains et européens. Le document de stratégie pour l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est sur la période 2018-2022 a obtenu un soutien de taille. Il s'agit de la Banque africaine de développement. L'institution panafricaine a adhéré à ce document qui établit la feuille de route pour accélérer l'intégration régionale et le développement des infrastructures régionales en Afrique de l'Est. Le document de stratégie pour l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est sur la période 2018-2022 vise à guider les interventions de la Banque africaine de développement dans des secteurs économiques clés tels que l'énergie et les transports régionaux au niveau de 13 pays, à savoir le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Il vise notamment à accélérer la transformation structurelle de l'Afrique de l'Est, accroître les échanges commerciaux et promouvoir l'intégration et l'inclusion du secteur financier dans la région. En effet, l'Afrique de l'Est, qui est la région d'Afrique à la croissance la plus rapide, est aux prises avec de mauvaises infrastructures, ce qui se caractérise par une faible industrialisation avec une valeur ajoutée manufacturière inférieure à 15% dans tous les pays membres de la région. Le document de stratégie pour l'intégration régionale vient donc à point nommé pour stimuler l'industrialisation et le commerce intra-régional. Il a été élaboré en consultation avec les communautés économiques régionales d'Afrique de l'Est et répond aux priorités énoncées dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange tripartite et la zone de libre-échange continentale. Le Kenya envisage de fusionner 3 institutions financières publiques pour former une méga-banque dédiée au financement des infrastructures. Ainsi, l'Industrial and Commercial Development Corporation, l'Industrial Development Bank et la Tourism Finance Corporation vont donner naissance à un mastodonte financier national qui sera baptisé Kenyan Development Bank. Cette dernière compte mobiliser des financements à long terme auprès d'institutions financières étrangères en se basant sur un modèle bancaire similaire à ceux de la Banque de développement de l'Afrique de l'Est et de la Banque africaine de développement. Il faut dire que Nairobi cherche actuellement à mobiliser des fonds pour financer de méga projets d'infrastructure d'un montant global de 20 milliards de dollars prévus dans le cadre de son plan de développement Vision 2030. Direction maintenant le Somaliland. La monnaie semble avoir perdu toute sa valeur dans ce pays à cause de la méfiance des populations vis-à-vis du système bancaire. Eh bien, le règlement des petits achats du quotidien se fait par téléphone dans ce pays, ceci grâce à un portefeuille électronique. Pour acheter sa boisson fraîche, Abdi Hakim Osman n'a pas à sortir de monnaie. Pour payer, son téléphone suffit. Bienvenue au Somaliland où la modernité côtoie le dénuement. Ici, quasiment tout le monde utilise Zahad, un portefeuille électronique. Nous achetons tout avec des shillings du Somaliland avec notre portefeuille mobile. Vous devez d'abord déposer des dollars sur votre téléphone, puis vous les échangez en shillings du Somaliland et après vous pouvez faire vos achats en monnaie locale. Vous pouvez déposer 10, 20 ou 30 millions de shillings. Le pays a sa propre monnaie, lancée en 1994, mais aujourd'hui elle est complètement dévaluée. Même des poches pleines ne suffisent pas pour faire de simples achats. Dans les rues d'Hargeisa, il est très commun de voir ces courtiers avec des mètres cubes de billets. Pendant les 3 premières années, $1 américain valait entre 7 500 et 8 000 shillings somalilandais. Maintenant, c'est 10 000 shillings.
Le Somaliland, qui s'est déclaré indépendant du reste de la Somalie en 1991, mais n'est officiellement reconnu par aucun pays, n'a que 2 banques. Et la population se méfie du système bancaire. La population ne dépose pas son argent dans les banques gouvernementales parce qu'elle ne leur fait pas confiance. Ils préfèrent le déposer dans des banques privées ou sur leur portefeuille mobile. Et c'est ce qui a contribué à la dévaluation de la monnaie et par conséquent rendu le dollar plus fort. Aujourd'hui, Zahad compte 850 000 utilisateurs, soit un quart de la population. Les détracteurs de ce système s'inquiètent du manque de régulation. La monnaie mobile n'est pas contrôlée par la Banque centrale. Pour d'autres, cette nouvelle économie d'apparence moderne leur donne l'espoir d'une reconnaissance internationale. Le Ghana se lance dans l'émission des obligations vertes. Le pays rejoint ainsi les 37 autres États qui ont déjà opté pour ce type d'obligations. L'objectif est de financer la lutte contre les effets du changement climatique par l'implémentation de projets respectueux de l'environnement. Il s'agit à long terme pour le Ghana d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Précisons qu'en Afrique, le Nigeria et la cité de Cape Town sont les seuls à avoir émis des obligations vertes aux côtés des banques marocaines. Nous allons terminer cette édition du Journal de l'économie par un petit crochet au Mozambique. Le Mozambique qui va connaître au cours des prochaines années un boom touristique sans précédent. C'est en tout cas ce que les études s'accordent pour dire au sujet de ce pays. Un pays qui, il y a quelques années, a vu la croissance de son produit intérieur brut propulsé après le boom gazier et minier. Aujourd'hui, les groupes hôteliers se bousculent aux portes de Maputo, la capitale. Après le gaz et les mines, l'hôtellerie suscite l'appétit des investisseurs étrangers au Mozambique. Le pays figure désormais en bonne place dans le plan de développement des chaînes hôtelières internationales pour l'Afrique. Que ce soit les grands groupes comme Accor Hotel ou les moins grands comme Rani Africa, l'on se bouscule pour s'implanter dans ce pays d'Afrique australe qui s'est illustré au cours de la dernière décennie par une économie particulièrement dynamique avec une croissance de 7% en moyenne. Une économie qui a cependant été affaiblie en 2016 par la chute des coûts des matières premières et le niveau très élevé de la dette publique avant de reprendre les couleurs en 2018 grâce au secteur touristique. En effet, Maputo est classé parmi les destinations africaines ayant la plus forte croissance en matière de voyages d'agrément entre 2016 et 2026 à cause de sa politique de visa très courte, ses ressources naturelles faites notamment de parcs safari et ses nombreuses îles vierges et plages. Le pays devrait accueillir 2,48 millions de visiteurs en 2018 avant d'atteindre 3,59 millions de visiteurs en 2028. Par ailleurs, le gouvernement mozambicain entend investir 190 millions d'euros dans un projet de transformation de la capitale Maputo en un pôle touristique. De quoi conforter les chaînes hôtelières internationales dans leur volonté d'investir ce marché. Et ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Mais restez sur SICA puisque les programmes continuent et à lundi prochain.